Sofia Mavroudis est née à Casablanca. Elle a grandi en Grèce, pays de sa mère, avant de partir faire ses études en France, pays de son père. Des études très sérieuses, puisqu'elle a un doctorat de sciences politiques et que ses domaines de spécialisation sont l'espace post-soviétique et les conflits en Europe et dans sa périphérie. Elle a commencé sa vie professionnelle par l'enseignement et la recherche avant de travailler dans le domaine de la défense au sein de l'administration et des organisations internationales, et cela toujours sur les guerres en Europe et à sa périphérie avec nombre de déplacements sur le terrain. Et puis un beau jour, c'est l'installation à Munich, un séjour de 3 ans, qui est pour Sofia l'occasion de faire une pause professionnelle qu'elle va occuper à concrétiser un projet qu'elle porte en elle depuis un certain temps déjà, se lancer dans l'écriture. Et elle sait d'emblée qu'elle va écrire sur la Grèce. Et c'est vrai que le déclencheur a été la crise grecque et mon arrivée à Munich parce que tout simplement, ça m'a donné du temps. Euh, je voulais écrire sur la Grèce, mais surtout quelle Grèce? Je voulais écrire sur la Grèce de la crise, hein, celle d'aujourd'hui vue de l'intérieur. La crise grecque et ses conséquences, parce que c'est vraiment une société, un pays qui ont ployé sous les effets d'une politique d'austérité, d'une violence inouïe. Je voulais décrire aussi parce que c'est là que j'ai grandi, c'est là qu'est toute ma famille, c'est là qu'il y a mes amis d'enfance. Et c'est vrai que c'est aussi ce que je connais. Je voulais dépeindre en fait une réalité qui était beaucoup plus complexe qu'en apparence. Euh, la question n'était pas d'appliquer ou pas des mesures pour répondre à la crise, mais c'est l'absence de tout compromis, la virulence, la violence de cette crise qui a conduit finalement à ce que tout le monde a vu, l'agenouillement d'une société, la fin d'une économie qui était faite de petites et moyennes entreprises, et puis surtout l'impossibilité d'une véritable relance, puisque toute l'économie était axée sur le remboursement de la dette au lieu de s'attacher à investir dans les infrastructures et les entreprises pour relancer. Donc en 10 ans, la Grèce, d'après moi, a changé de visage profondément et durablement, et ça dans beaucoup de domaines. Il y a autre chose dont je voulais beaucoup parler, c'est parce que étant hors de Grèce à ce moment-là, en France et en Allemagne, euh, j'ai réalisé le peu de connaissances finalement que les gens avaient de la Grèce, toute proportion gardée, c'est-à-dire loin des clichés touristiques. Je voulais casser l'image d'une Grèce qui reste réduite à sa seule dimension touristique, de mer bleue, de maisons blanches, de vacances. C'est vrai, ça existe, mais ce n'est pas ça uniquement. Je voulais aussi m'éloigner des idées reçues. Ce qui m'avait beaucoup frappé vers 2015, surtout au pic de la crise grecque, c'est au moins en France le nombre d'articles, un déluge d'articles traitant les Grecs de fraudeurs, de fainéants, de voleurs, de tricheurs, une opposition entre le Nord et le Sud dans beaucoup d'analyses qui se faisaient. Et c'est là que j'ai vraiment souhaité casser des préjugés, montrer une réalité plus complexe, révéler des souffrances d'un peuple qui était un peu pointé du doigt et surtout, à mon avis, dont les déboires se déroulaient sous l'objectif, la caméra de l'Europe, comme si on était un peu dans une émission de télé-réalité. On regardait la Grèce et le peuple grec sans bouger, sans rien dire. Alors que je pense que la plupart des pays européens, puisqu'on est dans l'Union européenne et en Europe, n'auraient pas peut-être supporté 5% de ce qui a été infligé au peuple grec. On aurait eu le pays dans la rue. La question n'est pas pour moi de juger ni d'accuser, mais juste de donner à voir, de décrire, d'expliquer, de comprendre, voilà, et montrer aussi tout le tissu social qu'il y a derrière, l'entraide au sein de la société, de la famille, et aussi en sous-tendu les valeurs grecques qui, même si elles sont mises à l'épreuve, persistent quand même à travers la crise. Oui, et quand on t'entend t'exprimer de cette façon, on se demande, bon, on se dit que vu ta formation, ton arrière-plan professionnel, tu aurais pu tout à fait te lancer dans un ouvrage très érudit, dans un essai par exemple. Et on ne pense pas forcément tout de suite au roman noir comme meilleur genre pour te permettre d'atteindre cet objectif. Alors pourquoi le roman noir? Euh, alors,
Le roman noir, bah, pour plusieurs raisons. D'abord, j'aime beaucoup le roman noir. Je suis une grande lectrice de romans noirs. Euh, mais surtout, c'est par sa nature, parce que le roman noir, et je n'ai pas dit polar, j'ai vraiment dit roman noir, c'est-à-dire qu'il y a tout un contexte politique, économique et social et culturel que l'on peut aborder, tout en parlant d'une intrigue, d'une enquête, d'une histoire qui se déroule et qui est, selon les codes du roman noir et du polar, haletante, palpitante. Voilà. Mais comme le sujet, c'était la Grèce en crise, je ne voulais vraiment aucun détour et aucun arrangement avec la réalité. Et c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas fait d'essai, parce que je voulais ni que ce soit asséné de manière trop sérieuse, il y avait des articles pour ça, et je voulais surtout une énorme liberté de penser à travers mes personnages. Donc la nature du roman noir, avec cette atmosphère, tout le monde connaît les romans noirs avec les ambiances à Chicago, à Los Angeles, à Barcelone avec Montalban. Pour moi, c'était un peu des modèles pour replonger dans cette espèce de société, de politique un peu sombre. Ensuite, parce que le roman noir a un langage. C'est un langage qui est cru, qui est direct, qui est transparent. En fait, pour moi, il a une oralité qui me permettait de faire parler mes personnages de manière crue, franche, directe, sur la crise, sur leurs douleurs, sur leurs doutes, sur leurs espoirs, et même à s'exprimer entre eux. Et ça, c'était très important. Et c'est pour ça que le roman noir, plutôt que le polar, me permettait à la fois, je récuse un petit peu la frontière entre la blanche et la noire sur ce point de vue-là. Je pense qu'il ne faut rien s'interdire. On retrouve à la fois l'analyse sociale et politique et surtout l'intrigue classique et l'histoire qui font l'essence même du polar et le plaisir aussi de la lecture. J'ai eu d'ailleurs pas mal de rappels à l'ordre de mon éditeur, formidable Gigal Polar, qui m'a dit justement d'enlever certains passages politiques ou trop développés. Et je m'y suis, pliée. Donc voilà. Oui, il faut régulièrement quand même écouter son éditeur parce Absolument. qu'on s'aperçoit Ils savent. ils n'ont pas toujours tort, même si parfois on a l'impression de s'amputer véritablement. Mais en tout cas, je crois que là, Jimmy Gallier a fait avec toi, a fait du très bon travail. Tu parlais de la langue du polar. Il y a une question qui m'a traversé l'esprit, c'est que toi, qui as une langue maternelle et une langue paternelle, si je puis dire, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, je vais écrire en grec ou je vais... Est-ce que tu as hésité entre tes deux langues? C'est une bonne question. En Oui, fait, je te remercie. Euh, ça m'intéresse aussi d'en débattre parce que bon, aussi tous les Français qui sont et autres de par le monde ou dans des pays d'accueil, c'est très important. Tout le monde connaît le bilinguisme. Ceux qui ont des enfants savent qu'en plus il y a parfois c'est trilingue. On manie les langues. Alors le roman, je l'ai écrit en grec contre les apparences. Il est écrit dans ma tête en grec et je l'ai tapé en français. Voilà, c'est le propre des bilingues de naissance, c'est-à-dire que mes personnages s'adressent à moi en grec. Le contexte est grec, ils me parlent en grec. Et les expressions. Mais je les traduis en français directement. Parce qu'à l'époque, c'était la crise en Grèce, tout était très difficile. Une partie de ma famille était aussi en grande difficulté. Je fais partie des gens qui ont retrouvé des divisions au sein de leur famille, comme à l'époque de la guerre civile. J'exagère exprès, c'est-à-dire une partie qui a été frappée de plein fouet par la crise, qui souvent étaient d'ailleurs des intellectuels, des journalistes, des avocats, mais des fonctionnaires qui ont vu leur salaire réduit de moitié, et une autre partie, donc des entrepreneurs qui, eux, ont pu rebondir sur les effets de la crise, justement qui ont vu une possibilité de développer certains secteurs d'activité au sein de leur entreprise. Donc, vraiment, moi, je l'ai écrit en grec et je l'ai automatiquement aussi écrit en français. Ce n'est pas une traduction exacte. Je l'ai adapté immédiatement en français. C'est pour ça que maintenant, je le retraduis en grec, mais c'est moi qui le traduis parce que personne ne peut mettre des mots sur mes mots. Il est aussi en cours de traduction en italien,
mais là, je n'ai aucun problème. Mais par contre, pour la traduction en grec, il y a des maisons d'édition qui s'y sont intéressées. Et c'est vrai qu'en raison de la crise, et à cela on ajoute la pandémie, les maisons d'édition, les auteurs sont en très grande difficulté. Et moi, j'ai proposé tout de suite à ceux qui étaient intéressés de le traduire, de le retraduire moi-même, de façon à au moins éviter cette partie-là. Mais en effet, la langue était une vraie question, mais j'ai aucun problème à jongler entre les deux langues, mais j'avoue que ce sont des univers différents. C'est-à-dire, presque certaines fois, je ne dis pas les mêmes choses, parce que pour redonner du sens à la langue parlée, ce n'est pas de la traduction, c'est de l'interprétation. Et Mhm. j'interprète vraiment le contexte. C'est-à-dire celui qui connaît les deux langues, hein, comme Nikos qui est là, qui les connaît parfaitement, ou Nel qui connaît les deux langues, vont voir immédiatement que la traduction n'est pas du mot à mot, même contextuelle parfois, parce qu'on ne peut pas dire les mêmes choses. Et c'est vrai aussi que tu as tenu compte des références culturelles que nous, Français, nous n'avons pas. Quand tu parles d'un plat, quand tu parles d'un vin, et quand tu donnes des explications, il y a d'ailleurs beaucoup de notes extrêmement intéressantes aussi sur l'histoire grecque, parce qu'on apprend, mais on apprend énormément de choses dans les livres de Sophia. Je me suis rendu compte, alors moi donc je n'ai pas voyagé plus loin que la Bavière, hein, c'est très très limité, donc je ne suis évidemment pas allée en Grèce, et la Grèce, pour moi j'en étais restée un peu à l'Asie mineure, à la Grèce, ton genre d'Homère un petit peu, et c'est vrai avec Sophia je me suis vraiment mise à niveau. Et j'ai appris l'histoire de la Grèce à l'époque contemporaine. J'ai vraiment fait une découverte au point que maintenant, lorsque je lis la presse, dès qu'il y a un article sur la Grèce, je vais voir et je retrouve des choses que j'ai découvertes chez Sophia. Donc, c'est un effet que je n'avais pas du tout envisagé quand j'ai lu le premier livre, et je me rends compte que ça s'est fait tout naturellement. Donc c'est vraiment pour moi un bénéfice non, qui n'est pas secondaire, hein. Je voulais aussi en profiter parce que tu parles de cette importance de la crise grecque que l'on retrouve énormément dans tes deux livres. Et la semaine dernière, le 11 janvier, il y a un écrivain franco-grec qui est décédé, hein, Monsieur Vassilis Alexakis, et j'ai trouvé une citation de lui dans un article du Monde, justement par rapport à la crise grecque. Et il disait au Monde en 2017, c'est impossible de parler de la Grèce, de situer une action en Grèce sans que la crise soit présente. Elle est assise Ah à... là, j'ai perdu. Oui. Ouais. J'ai perdu le son. Vas-y, juste la citation, j'ai perdu. C'est impossible de parler de la Grèce, de situer d'action en Grèce sans que la crise soit présente. Elle est assise à toutes les tables, dans tous les bus. C'est la vedette sinistre du pays, notre soleil noir. Et ce contexte, donc, on le retrouve dans les livres de Sophia, et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout présent à l'esprit avant de te lire. Et tu nous fais véritablement découvrir la manière dont les Grecs ont vécu ce que on nous rapportait dans les journaux, hein. Donc ça, je voulais absolument rendre un petit peu cet hommage à Vassilis Alexakis, qui était quand même vraiment un très grand monsieur que tu as connu en plus, Sophia. Euh, C'était l'ami de tous les Grecs de Paris, déjà. C'était un père, un frère, un ami, un compagnon. À l'époque, il y a des années, des décennies maintenant, hein, on grandit. En grec, on ne dit pas on vieillit, on dit on grandit. C'est très agréable. Euh, euh, il était toujours à la Maison de la Grèce, dans les tavernes le soir, à l'université. Il venait chercher les nouveaux qui arrivaient
pour discuter avec eux, échanger, conseiller sur la Grèce, la France, la langue, les études, la politique. Il était très curieux. Et c'est le premier, c'est vraiment le maître en termes de langue, de traduction, de lien entre deux pays, d'identité, de mémoire de chacun d'entre nous, puisqu'il a écrit le fameux Paris-Athènes, qui d'ailleurs va dans le sens de Paris et d'Athènes, l'exil éternel et le grec qui pense à son retour. Il n'a pas écrit Athènes-Paris, il a écrit Paris-Athènes, la langue maternelle, les mots, qui pour lui étaient très importants. Son obsession, c'était les mots. Et c'est vrai que quand il disait que la Grèce était le soleil noir, et je parle sous le contrôle de Nikos, qui est ici présent, c'était d'abord parce qu'il faut bien comprendre que la crise a pris la Grèce en étau, hein, elle a serré très fort, et tout, pendant des années, est passé par le prisme de la crise, à tous les niveaux de la société, quel qu'il soit. Et quelle que soit la manière avec laquelle ils en sont sortis. Mais aussi ce qu'il voulait dire par là, parce que c'était une personne d'une grande finesse et d'une immense intelligence, c'était aussi, on a tout trop vu à travers la crise, c'est-à-dire c'était le soleil noir, on n'avait presque plus de soleil, hein, donc on était un peu plombé par cette crise, sans chercher aussi à voir qu'il y avait d'autres choses importantes, ou alors un peu en modérer les exagérations et les effets. Donc oui, un immense hommage à Vassilis Alexakis qui déjà nous manque à peine parti, il nous manque déjà. C'est-à-dire, je pense que chaque grec ou franco-grec de Paris ou francophone ou hellénophone de Paris est orphelin d'Alexakis aujourd'hui. Ça, c'est certain. Enfin, pour moi, c'est très, très fort parce qu'on se voyait en France et en Grèce. Et donc, voilà, c'est quelqu'un, c'est un canal d'échange, un ami qui continuera à être Alors, là d'une autre manière. quand on Voilà. voit tout ce que tu avais en tête, hein, euh, combien de temps il t'a fallu pour écrire ce premier livre? Parce que tu voulais y mettre tellement de choses qu'on se dit, en plus, c'était ton premier livre, il t'a fallu combien de temps pour l'écrire? Est-ce que ça a été difficile, cette période de l'écriture? Alors, paradoxalement, il m'a fallu un an, en sachant que j'avais déjà tout mûri dans ma tête. Bon, pour parler un peu écriture et un peu plus littérature, ça m'a pris un an. Mais je n'ai fait que ça. J'étais à Munich, j'avais rien à faire, je connaissais personne et je parlais pas du tout l'allemand. Donc c'était très simple. Je me suis mise à écrire, j'ai fait ça toute la journée, en temps d'école, c'est-à-dire de 8 heures du matin à 17 heures, on va dire. J'avais tout dans ma tête, j'avais des notes. Euh, et voilà. Paradoxalement, et j'ai enlevé à peu près les 2 tiers de ce que je voulais y mettre. C'est-à-dire qu'il y a dedans un tiers de la matière, des réflexions. Voilà. D'abord parce que ça restait un roman noir et que je ne pouvais pas faire une analyse complète de la crise. Ensuite, parce que je ne pouvais pas faire un pavé de 700 pages. Et donc, je l'ai réservé pour la suite. Paradoxalement, le deuxième a été plus compliqué à écrire parce que c'est un défi, c'est un véritable défi. On vous attend au tournant. Je ne suis pas jeune, entre guillemets, auteur. On se demande toujours si un auteur a mis tout ce qu'il avait à dire dans le premier livre. On peut y penser pendant 20 ans, on l'écrit. C'est à la portée de tout le monde, hein. Je n'ai pas la science infuse. Mes premiers dialogues ont été d'une platitude horrible, hein, parce que je ne savais pas écrire un dialogue. Je sais conseiller, je sais dire comment est l'autre, je sais analyser une minorité, des frontières, des conflits, des négociations. Je ne savais pas faire un dialogue sur le ton en adoptant le vocabulaire de quelqu'un, sa gestuelle. J'ai dû énormément m'entraîner. J'ai suivi énormément de tutos, comme on dit maintenant en ligne, pour savoir comment écrire un dialogue, mais les bases. Après, moi, je me suis libérée et j'ai écrit à ma façon, mais tout le monde vous attend au tournant, c'est normal, l'éditeur, les lecteurs, et puis moi-même, je m'attendais au tournant. Est-ce que tu es capable de faire au moins la même chose? Parce que je ne sais pas, je peux pas m'évaluer moi-même, mais certainement pas moins bien.
Euh, et donc, il faut faire aussi bien, sinon mieux. Et Marie-Odile, ici présente, m'avait dit quelque chose, parce que j'étais un peu dans l'effervescence de l'écriture. Je lui avais dit, ah oui, oui, mais j'enchaîne, comme si j'avais peur de perdre l'inspiration, j'enchaîne, et la deuxième année de Munich, j'écris le deuxième. Et là, elle m'a dit, non, pas du tout. Prends, euh, prends ton temps. Prends le temps d'écrire le deuxième bien et le temps qu'il te faudra. Et quand tu mettras le point final et que tu auras dit au moins ce que tu as à dire, à ce moment-là, voilà. Et j'ai un éditeur et une équipe qui a une équipe absolument formidable, qui privilégie la qualité, qui m'ont laissé le temps. Et donc, j'ai mis plus de temps, 2 ans, en plus avec un déménagement en retour sur Paris l'année dernière, qui m'a permis d'écrire comme je le souhaitais. Mais c'est beaucoup de chance. Il y a aussi le fait que je suis un peu maniaque, c'est un peu un de mes défauts. Et donc, je réécris beaucoup, je travaille chaque mot, pas pour qu'il soit parfait, la perfection n'existe pas, c'est ce que moi j'entends comme parfait, c'est-à-dire que le choix des mots doit vraiment exprimer ce que j'ai envie d'exprimer et pas autre chose. Euh, et c'est aussi le son des mots, il y a une musique des mots. Et pour moi, elle était très importante, parce qu'en grec, la musique des mots euh, exprime de manière très différente et le choix des mots qui est multiple, la douceur, la tristesse, la violence. Donc, il y a eu beaucoup de travail là-dessus. Et d'ailleurs, je pratique le gueuloir tout seul, surtout pour les dialogues de Flaubert. Je parle à voix haute pour voir si ça colle, si ça rentre, si le lecteur qui lit aura la même impression que moi, parce qu'au début, j'avais énormément de mal à prendre de la distance avec mes textes. Donc, parler à voix haute permet d'en révéler les imperfections, ça c'est sûr. Mais ce qui m'importe le plus vraiment, c'est l'exactitude, c'est être exact par rapport à moi-même. C'est ne pas dire autre chose, ne pas caricaturer, ne pas embellir, ne pas avantager ce qui ne doit pas l'être. Garder le plus possible un esprit critique. Voilà. Mhm. Et donc, tu disais que tu l'as écrit en un an, le premier, et il est sorti en septembre 2018, donc aux Oui. éditions Gigal. Si vous cherchez vraiment de la très très bonne littérature policière, Gigal, Polar Gigal, c'est vraiment l'adresse qu'il vous faut parce que c'est vraiment un éditeur qui est un petit éditeur, mais qui vraiment fait du très 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 bon boulot, hein. Là, si je peux Et juste faire une parenthèse sur l'éditeur, si tu me permets, c'est que c'est franchement, il fait du polar, du roman noir et de la littérature urbaine. Et j'avais vu que dans le milieu des éditions, il était reconnu et, et vraiment très estimé. Donc là, vraiment, je veux le dire parce que c'est tellement difficile de se faire éditer aujourd'hui que, comme tu as parlé de l'écriture tout à l'heure, une fois que j'avais écrit, j'étais même pas sûre d'être publiée. C'est-à-dire, moi, je suis partie comme ça. Je dit, allez, on écrit. Et puis après, je me suis pas posé la question. Une fois que j'ai terminé, que j'ai clos ce que j'avais à dire, je me suis dit, bon, ben maintenant, on trouve l'éditeur. Et évidemment, j'ai pris 4 grands éditeurs et 4 plus petits, mais solides. Et parce que je pense que c'est tellement difficile de se faire éditer qu'il faut partir déjà sans prétention. On aurait pu ne pas me répondre. Et en plus, avec le Covid aujourd'hui, si j'avais attendu 2 ans, c'était même pas la peine. Je suis, comme on dit en grec, pangosmiosaarnos, c'est-à-dire mondialement inconnu. Donc, je veux dire, il y a pas de. Il faut vraiment faire preuve de. Je suis un jeune auteur, c'est mon premier roman, j'étais inconnue. Et donc envoyé aux grandes, évidemment, parce que j'ai eu des réponses qui étaient très intéressantes. Continuez, allez-y. Il y en a 2 qui m'ont dit non, mais il y en a 2 qui m'ont dit envoyez-nous le suivant, ceux d'après, ceux qui ne seront pas des romans noirs. Il y en a un qui me suit maintenant en permanence et on échange. Donc, et surtout aussi, la chance d'être choisi par Gigal Polar, c'est un éditeur qui est de plus petite taille. Vous n'êtes pas le 499e des 500 auteurs d'une grande maison. C'est-à-dire qu'on s'occupe de vous, on sait qui vous êtes. Et quand on fait la pub, entre guillemets, de votre livre, on,
c'est vraiment du direct. On s'occupe de vous pour les festivals, pour les entretiens, même pour la correction, même pour les questions que j'ai à poser. Il y a un accès direct permanent. Et ça, pour moi qui suis en phase d'apprentissage encore, même si je suis aux 2/3 du troisième là, mais c'est extrêmement important. C'est-à-dire j'ai appris en écrivant, j'apprends encore, et j'ai la chance d'avoir un pied dans la place, d'être en apprentissage avec cet éditeur, de pouvoir dialoguer avec lui, avec énormément de bienveillance et de suivi. Et ça, vraiment, c'est très, très important. Et ça, je voulais le dire parce il y a une équipe qui est extraordinaire. Tu viens de dire que tu étais à la moitié du troisième. Oui, parce que Sophia, elle est un petit peu comme J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, non? C'est-à-dire qu'elle a déjà, on aura un cycle, hein, de 5 romans, et tu as déjà tout dans la tête. C'est-à-dire que l'univers, les personnages, tout ça, ça existe déjà. En fait, oui, 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 en fait, oui. Ouais, Quand tu dis que je n'ai pas tout mis dans... Ah, il y a un micro. Quand j'ai dit que je n'ai pas tout mis dans le premier, la particularité j'avais 5, c'est chaque fois un roman noir avec la même équipe. Donc, le Stavros, on va en parler plus tard, Oui, et son équipe. On va y arriver. Mais avec un thème différent qui m'intéresse. Et dans le premier, et j'avais en effet 5 thèmes. Et il faut y aller parfois un peu au culot. J'avoue qu'après, je me suis dit, mais mon Dieu, quand j'ai raccroché, j'ai dit, tu as quand même beaucoup de culot. Il va se dire qui c'est. Parce que quand il m'a appelé pour me dire, je prends Stavros, je lui ai dit, vous savez, mais j'en ai 5. En fait, dans ma tête, il y a 5 thèmes que j'aimerais vraiment aborder sur la Grèce. Ils sont dans ma tête déjà conçus, déjà matérialisés. Je connais les thèmes, je connais à peu près les personnages. Maintenant, je me rends compte qu'en écrivant, je chamboule tout, je rajoute, je me laisse aller, je fais des envolées terribles dont je n'avais même pas idée avant. Mais effectivement, donc, il y a 5, c'est un cycle, un quintet de 5. Le premier, Stavros, donc je parlerai du personnage après. Tu peux nous montrer la couverture peut-être? Oui, Euh, le tout premier, c'est Stavros, oui. Il y a déjà eu 2 couvertures parce que ça, c'était oui, et celle qui est sur ton derrière toi là, ce que j'ai, c'est c'est le le poche, qu'il est déjà sorti en poche. Ça, le premier. Voilà. Et le deuxième, c'est Stavros contre Goliath, et j'expliquerai maintenant. Voilà. On va rentrer véritablement dans le vif du sujet. Voilà, mais si je peux présenter rapidement le premier pour montrer quelle est la logique du cycle. Bon, il y a 5 thèmes, je ne les dirai pas tous les 5, je le dis uniquement quand il va être publié, mais le premier, j'ai commencé par le commencement, c'est-à-dire qu'il s'agissait de parler de la crise grecque, j'ai voulu commencer par l'histoire, par l'identité, par la mémoire. À quoi se raccrochent les Grecs, la société grecque dans la crise, alors qu'il n'y a plus de repères? Donc je pars volontairement dans le cadre du roman noir et de l'intrigue et de l'enquête du vol d'une frise du Parthénon, le symbole de la Grèce, parce que pour moi c'était très pratique, c'est focalisant, donc il n'y a pas de souci. Et évidemment de la mort d'un archéologue, ça tombe très bien, pour aboutir à une traque dans une société grecque et un pays en pleine crise, rongé par le chômage, les spéculateurs et certaines mafias culturelles. Donc je pars en fait dans cet ouvrage de l'identité, de la mémoire, pour aborder les questions suivantes, c'est-à-dire qui sommes-nous en Grèce, d'où vient-on, quelle est la perte de nos repères en temps de crise. Et en fait, c'était une introspection, une plongée à l'intérieur de la Grèce et de son identité. À partir de là, il va y avoir tous les ingrédients du polar et du roman noir dans la traque et dans Athènes. Dans le second, Stavros contre Goliath, je voulais absolument parler des relations aux frontières extérieures de la Grèce et entre la Grèce et la Turquie. J'avais commencé à l'écrire avant l'embrasement de l'été que tout le monde a connu en mer Égée, avec la question des limitations de l'espace aérien, maritime et des sous-sols marins. Je voulais absolument aborder les enjeux politiques et sécuritaires de la Grèce à sa frontière orientale, qui, ceci entre parenthèses, est la frontière de l'Union européenne.
ce que l'on tend souvent à oublier. Donc, je voulais parler des relations avec la Turquie, qui est son ennemi héréditaire, de la question des nouveaux flux en mer Égée, en Méditerranée orientale, et qu'on appelle aussi pour certains les nouvelles menaces, c'est-à-dire la question des migrants, des réfugiés, le terrorisme, et puis l'Union européenne aussi, et sa politique migratoire qui soulève, surtout en Grèce, de nombreuses interrogations. Et dans ce roman, pour revenir à l'histoire donc du polar, du roman noir, Stavros traque sur ordre de sa hiérarchie et de Bruxelles un terroriste qui est caché dans une colonne de migrants à destination de l'Europe. Mais évidemment, l'opération est un fiasco, rien ne va se passer comme prévu. Et Stavros va en plus être obligé de coopérer avec un commissaire turc et pour ne rien arranger, il sera confronté aux velléités de vengeance de sa collaboratrice Dora. Et là, je n'en dis pas plus parce que l'histoire personnelle se mêle à l'histoire de la Grèce et du roman. Alors oui, c'est bien un roman noir avec des traques effrénées, des coups fourrés, des retournements en mer Égée, dans Athènes, dans les camps de migrants. Le tout sur fond d'absence de solidarité européenne et de solitude grecque sur la question migratoire dans le cône sud de l'Europe. Et Goliath est entendu, pas que comme la Turquie, mais la Goliath, c'est tous ceux que, comme David et Goliath, que Stavros le petit, le syndrome du petit pays aussi. Et face à Goliath, Goliath peut être la Turquie, Goliath peut être l'Union européenne, Goliath, c'est aussi ces nouveaux flux, ces nouveaux enjeux, migrants, réfugiés, voilà, parce que ce sont de véritables enjeux de société, tout autant que des enjeux de sécurité. Après, on peut les décliner comme on veut. Et pourquoi aussi, j'avais envie de souligner ça aussi, parce qu'en Allemagne et ailleurs, et aussi en Allemagne, c'est une unique accueil qui nous accueille, il y a eu toute cette question, tout ce débat sur l'accueil des réfugiés, leur relocation, leur nombre, la solidarité européenne sur cette question. Donc, il m'a paru intéressant de montrer aussi un autre point de vue. Voilà. Voilà, voilà. Et je pense que maintenant, il est temps de faire entrer sur scène les personnages. Alors moi, les personnages, ils m'ont plu tout de suite dans tes livres, Sophia, parce que ce pas des personnages de papier. C'est des personnages vraiment Merci. qui sont incarnés, ils ont de la chair et ils sont d'une crédibilité rare parce qu'on sent tout ce que tu connais de la Grèce, tout ce que tu as vécu en Grèce, et ça les rend véritablement, enfin moi j'imagine que si je me trouvais face à ton commissaire Stavros, ça ne m'étonnerait pas, tu Mhm. vois, parce que tellement, tellement il me paraît réel, quoi. Alors, ces personnages, ben, on va commencer par celui qui donne son nom, hein, à ton cycle. C'est donc le commissaire Stavros Nicopolidis. Oui. Et qui est Stavros, alors, ce commissaire? Alors, merci pour tous ces. Enfin, on a toujours, c'est toujours très compliqué de définir des personnages et euh, ils n'existent pas par hasard. Ils ont été créés de but en blanc, même s'ils ressemblent pour certains beaucoup, soit des amis, soit de la famille, soit des connaissances, soit des héros de littérature autres. Ils ont été créés dans un but bien précis, c'est que chacun est là aussi pour montrer la diversité de la société grecque. Chacun est une facette à la fois de la géographie de la Grèce, puisqu'ils viennent de tous les endroits de la Grèce. Je m'expliquerai par la suite. Et, et aussi pour une génération. Vous avez des jeunes, des moins jeunes. Donc voilà. Et Stavros, lui, c'est le personnage principal autour de laquelle gravite l'équipe et l'histoire aussi. Alors, le personnage, dans les 5, on retrouve le même personnage, Stavros et son équipe. Sauf que chaque personnage évolue au fil des livres en tant que tel, lui-même, par rapport à l'histoire, et les personnages évoluent aussi entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont des relations qui, de toute façon, à ce que ce ne soit. Et il y a des nouveaux personnages qui apparaissent dans chacun des livres en fonction de l'histoire et des facettes que j'ai envie de présenter. Je veux dire aussi que même si parfois certains personnages peuvent apparaître un peu, non pas caricaturaux, mais bien tranchés, c'est volontaire, c'est-à-dire que je veux vraiment présenter
une idée, une opinion, un aspect de la société grecque, mais aucun personnage n'est noir et blanc. Chacun évolue, chacun a ses failles, chacun a ses faiblesses, chacun a ses fragilités. La Grèce est complexe, les personnages le sont aussi. Personne n'est linéaire. Et mon but n'est pas l'absolue vérité, mais d'arriver à toucher du doigt et à montrer certaines choses. Alors, qui est Stavros? Ben, c'est mon commissaire grec dans la cinquantaine, hein, comme moi. Il est athénien, d'accord. Il est un peu électron libre, comme beaucoup de Grecs d'ailleurs, hein, qui ont des caractères très indépendants, bien corsés. Il est bon vivant, il est cultivé. Hein, puisqu'il vient d'une famille de professeurs, il a étudié le droit au départ, c'est-à-dire qu'en fait, flic, policier n'était pas son objectif premier, n'était pas inscrit dans sa mira, dans sa destinée, ni familiale, ni personnelle au départ, mais il est devenu policier, je le dis dans le premier, je ne dévoile pas, en raison d'une histoire familiale et de l'histoire de son père en particulier qui a vécu la dictature. Il est aussi têtu et buté, il est amateur de littérature, de musique, de bon vin, de tavli et de femmes au passage, mais parce que c'est un peu aussi, on touche du doigt aussi beaucoup de choses que l'on aime. Le grec est quand même un bon vivant, on ne peut pas lui enlever ça, et donc il me fallait tout ce prisme-là dans un seul personnage. Je reviendrai sur la notion de héros. Stavros est un peu mon héros, hein, tout à l'heure. Donc, il a un peu tous les attributs du héros. Alors, son nom est symbolique parce qu'on peut dire en fonction de l'accent tonique et où il est placé. En grec, Stavros, c'est Stavros, mais la croix, c'est Stavros. Donc, accent sur la deuxième syllabe. Donc, en fait, c'est Stavros qui porte sa croix parce que c'est symbolique. C'est à l'image de la Grèce, à l'image du pays, il porte sa croix. Il est en crise d'ailleurs dans le premier. Il est en quête de lui-même avec ses travers, avec ses contradictions, avec son flegme, son humour, son autodérision, son sarcasme, en fait, comme le pays. Hein, le grec parle politique, parle de lui-même. Je pense un peu souvent, j'ai habité en Belgique aussi, ça m'a beaucoup fait penser, le Belge a cette notion d'humour et d'autodérision qu'on peut avoir, qu'on a en Grèce. Vraiment, un véritable humour, à l'état pur. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Je parlerai tout à l'heure de... il y a deux niveaux. Il y a le niveau de l'analyse politique, il y a le niveau du personnage. Et le personnage, en fait, suit la Grèce. Stavros est en parallèle à l'évolution de la Grèce pendant la crise. Et son âge aussi, pourquoi j'insiste? Parce que je veux montrer aussi l'effet de construction, c'est-à-dire qu'on peut donner à ses personnages et à son livre finalement l'orientation que l'on souhaite donner. Son âge n'est pas du tout fait au hasard, en dehors du fait que c'est ma génération, mais et que je parle de ce que je préfère parler de ce que je connais. J'ai pas étudié la littérature dans le j'ai fait de la géopolitique, donc il fallait que son histoire familiale est celle de la Grèce du XXe siècle, avec tout ce qu'elle a charrié de guerre, de dictature, d'échange de population, de lutte pour son intégrité territoriale. C'est la dernière génération, la mienne, qui, en gros, hein, je parle de 10-15 ans, qui a connu des grands-parents qui ont traversé les bouleversements du XXe siècle. Hein, laquelle Grèce a vécu en 100 ans, ce que d'autres pays ont vécu en 300 ou en 400. Hein, il y a quand même eu rien que dans le XXe siècle, à la fin d'un empire ottoman, des guerres balkaniques, une première guerre mondiale, une dictature, une seconde guerre mondiale, une guerre civile, une autre dictature, le tout sur fond de tension avec la Grèce et la Turquie. Au milieu, dans les années 80, vous rajoutez l'adhésion à l'Union européenne, ça fait quand même lourd, avec des changements politiques et sociaux en Grèce très lourds, avec le retour des réfugiés d'Asie mineure en 1922, 1,5 million. C'est même pas sur une population qui à l'époque était de 7 millions. Donc c'est énorme. Et ma génération a grandi avec des grands-parents, des gens, avec ce discours-là, avec ce prisme politique. Donc pour moi, c'était très important qu'il représente cette génération-là. Maintenant, il y a son équipe. Et avant d'en passer à son équipe, si tu nous lisais un extrait, si tu nous le faisais rencontrer véritablement, qu'est-ce que tu en penses? Ou est-ce que tu veux parler de l'équipe d'abord? Non, je peux lire un peu. Tu sais le début du premier? Le tout début, la taverne? Oui. D'accord. Oui. Alors,
La porte de la taverne s'ouvre avec fracas. La silhouette massive de Stavros Nicopolidis se découpe dans l'embrasure. Stavros se dirige d'un pas lourd et nonchalant vers la table du fond à gauche, la sienne, et s'écroule sur la chaise qui plie dangereusement sous son poing. Il tire une seconde chaise, normalement attribuée à la table voisine, il pose son pied droit, et on prend une troisième pour y caler son coude gauche. 3 chaises pour un seul homme, ici c'est normal, le seul moyen pour lui d'être assis confortablement. Stavros est ce qu'on appelle un bel homme, la cinquantaine avancée et une épaisse chevelure brune, légèrement poivre et sel, qui encadre le visage hâlé, un menton carré, des sourcils épais, des grands yeux noirs velours qui à eux seuls ont fait bien des conquêtes, des yeux si foncés qu'il est impossible parfois d'en décoder les messages. Son nez légèrement busqué surplombe une bouche charnue qui oscille constamment entre une moue dubitative et un sourire dévastateur. Chez lui, la virilité est une seconde peau. Il y a une chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'appelle pas Nicopolidis par hasard. Nicopolidis en Grèce, c'est une star. Moi, en tout cas, pour moi, je ne sais pas pour Nikos, mais moi, je l'adore. Les filles de Grèce, toutes les femmes de Grèce, mais auraient donné n'importe quoi, notre vie minimum, pour être assises à la taverne une seule fois avec lui. C'était le gardien de but de l'équipe nationale grecque qui a et il était d'une beauté mais absolument et c'était la quintessence du mal, donc voilà. Donc je l'avoue, je m'étais dit, si un jour tu écris un livre et tu as un héros, il s'appellera Nicopolidis parce qu'il ne peut pas s'appeler autrement. Et c'est pour ça que de la taverne, j'ai un peu débordé parce qu'en fait, c'est presque lui, à peu de choses près. Il n'a pas vraiment un nez busqué, mais moi j'aime bien les nez bien marqués, bien busqués, donc voilà. Et donc c'était voilà, c'était juste la petite histoire dans l'histoire. Mhm, Il d'accord. Ça, n'avait pas le choix tu que de ne s'appeler l'avais pas Nicopolidis. encore révélé, ça. Voilà l'histoire. Donc, pour son équipe, maintenant, elle est aussi disparate qu'est la Grèce. Ils viennent du nord, de Thessalonique, en Macédoine, ils viennent du Pirée, ils viennent des grandes familles athéniennes et de l'élite politique, ils viennent des quartiers populaires. Et tous avec leurs problèmes, leurs préoccupations, leurs espoirs. Et chacun va prendre au cours des tomes, hein, de chaque recueil, mais aussi des différents tomes, plus ou moins d'importance aux côtés de Stavros en fonction de l'histoire de chaque livre. Parce que je voulais travailler l'évolution des personnages et des êtres humains et des hommes, de la société. Pour moi, c'est une manière de la travailler différemment. Alors, Il y a une chacun femme, représente une région. oui, Comment? il y a une femme qui est une Ah oui, véritable j'y Amazone. j'y viens, j'y viens, j'y viens. Oui, absolument. Et parce que, en fait, voilà, c'est chaque partie de la Grèce est une mosaïque très riche, comme l'est la France. On voit bien que chaque région a ses traditions, sa culture, sa nourriture, presque son patois, presque son dialecte. Et donc, en Grèce, c'est pareil, avec ses particularités, ses traditions. Pour moi, c'était très important de le montrer, parce qu'en général, vu de l'extérieur, on dit de la Grèce. Non, la Grèce, c'est rien que les îles entre elles, il n'y en a aucune qui ressemble à une autre. Il y en a 3000, il n'y en a pas une pareille. Donc, enfin, quelques centaines connues, mais il n'y en a pas une pareille. J'enlève les îlots. Et donc, mais les gens, c'est pareil. Les régions, c'est pareil, avec des mélanges, avec des échanges transfrontaliers. Donc, je voulais vraiment donner les facettes, les nuances, les camailleux de la Grèce. Et voilà. Donc, en fait, mes personnages sont la Grèce, modestement, entre guillemets, ils le sont, c'est-à-dire qu'ils révèlent une partie, comme ils sont aussi dans leurs interactions des révélateurs de Stavros. Alors, mon microcosme du commissariat, d'abord, hein, je pense que tu voudrais qu'on commence par là. Oui, oui, Hein, tout à fait, parce qu'on sait que le commissaire, de toute façon, il n'est jamais tout oui, seul, c'est toujours une équipe. voilà. Bon, il a un chef. Son chef, c'est Livanos. Livanos, en grec aussi, ça a son poids dans l'histoire. Livanos, lui aussi, il est comme Stavros, il n'a qu'un seul point commun, c'est qu'il s'est retrouvé au commissariat par hasard. Pour d'autres raisons qui sont aussi mentionnées dans le premier livre. Il vient d'une très grande famille grecque, de l'élite. Euh, il était destiné vraiment à totalement autre chose que de se retrouver dans un commissariat de quartier d'Athènes. Lui aussi, il porte sa croix, on verra, d'une autre manière. Donc, on a déjà les deux facettes hein, un peu de cette société. Il a, comme Stavros, une certaine
beaucoup de culture, une immense culture et des connaissances. Il n'a pas les mêmes préférences, ni intellectuelles, ni littéraires, donc ça donne des petits accrochages. Il n'a absolument pas les mêmes approches politiques et il a aussi des approches différentes de l'économie et de la société. Donc au cours des différents recueils, on va voir ces deux approches se télescoper. Le bras droit, entre guillemets, l'assistante, enfin, la collègue de Stavros, c'est Dora. Dora, je voulais absolument une femme forte. Je trouve qu'en Grèce, il y a des femmes de caractère. Il y a une femme présidente de la République d'ailleurs. C'est-à-dire la Grèce, sous bien des aspects, est en avance hein, aussi sur le droit de vote, sur la place des femmes. Il y a des grandes familles, donc avec des femmes à leur tête. C'est assez. Voilà. Et donc, il me fallait une femme très forte. Je voulais qu'elle soit de Thessalonique, qui est toute proportion gardée. Paris-Marseille, on a Athènes-Thessalonique, donc voilà, on rentre aussi dans ce, et c'est une femme qui a des airs euh, qui semblent fortes, mais qui a aussi ses fragilités, parce que pour moi, il était aussi important de parler de la femme aujourd'hui. D'abord parce que j'en suis une, ensuite parce que je trouve qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment hein, autour de la libération de la parole. Et j'avais besoin d'une femme forte, mais avec ses propres failles, de façon à être au plus près de la réalité sur des sujets qui nous concernent toutes. Puis j'ai Zervénis, un autre collègue qui lui vient du Pirée, hein, des bas quartiers du Pirée, et qui voit sa ville changer, parce que si Athènes change, alors le Pirée change vraiment beaucoup, donc il me fallait quelqu'un qui puisse refléter ces changements qui sont quasiment tautologiques hein, pour le Pirée. Et lui, c'est le flic taciturne, c'est un peu l'ombre qui va petit à petit s'affirmer. J'ai Rilikas, qui alors en grec, il faut savoir, Rilikas, ça vient de doux et il est tout sauf doux, donc je l'ai choisi exactement exprès ce nom de famille qui est en totale opposition avec ce qu'il est lui-même. Hein. Et c'est ce qu'on retrouve souvent. Parfois, la police, partout, dans tous les pays, est composée de beaucoup d'éléments, comme partout. Et là, il se trouve que cet élément-là, l'ECA, c'est proche de l'Aube dorée qui était le parti d'extrême droite en Grèce, qui a émergé pendant la crise avec un discours populiste et qui a surfé sur le désespoir sociétal et économique des Grecs, et dont le procès de l'Aube dorée qui vient d'avoir lieu. Et ils ont été qualifiés d'organisation criminelle, mais on voit toute l'évolution de l'Aube dorée pendant la crise, sa montée et sa chute, parce que sa présence était très conjoncturelle aussi, puisqu'ils ont surfé sur des insuffisances de l'État, une absence de soutien social et économique, hein, de la même manière que des islamistes peuvent surfer sur l'absence d'État pour aussi s'infiltrer au sein de la société. Euh, et aussi pour montrer le fait d'avoir légitimé pendant la crise un parti, parce qu'ils avaient quand même des représentants au Parlement, n'enlevait en rien l'idéologie qui sous-tendait le parti. Donc je voulais vraiment faire une analyse de ces extrémismes de l'intérieur. Ensuite, il y a le deuxième cercle qui est la famille. Dans la famille, il y a la mère qui va évoluer aussi, la mère qui porte son histoire, la mère de Stavros. Et il y a aussi Yannis, qui est très important, son fils, qui grandit au fur et à mesure. Et pourquoi il est là? Il est là pour montrer l'évolution, d'abord la jeune génération, c'est-à-dire en fait celle qui a grandi pendant la crise, qui ne connaît que la crise. Il a un avis qui bientôt va être différent de celui de son père, on le voit déjà dans le deuxième, et dans le troisième, il va un petit peu s'affirmer. Donc c'est intéressant de voir monter cette nouvelle génération qui n'a pas du tout les mêmes perceptions que ses aînés, parents ou grands-parents, sur toutes ces réalités. Et chaque fois, dans chaque histoire, il y a des nouveaux personnages en fonction de l'histoire. Il y a aussi le petit Albanais des pires du Nord, ou des pires, enfin, en grec on dit les pires du Nord parce qu'elle est en Albanie. En Albanie, ils disent le sud de l'Albanie, donc voilà, et il vient de là. Qu'il soit grec ou albanais, ça n'a pas d'importance, puisque ça met
aussi, il y a une énorme émigration vers la Grèce au début des années 90 avec la chute du bloc de l'Est et donc l'ouverture des frontières en Albanie. Donc on a vu toute cette population albanaise arriver qui avait été vraiment enfermée, hein, dans son propre pays, dans ses propres frontières et qui découvrait finalement l'Occident. Donc pour moi, c'est intéressant aussi de montrer ça, parce que c'est euh, une réalité donc en Grèce. Et puis dans le deuxième, il y a aussi les migrants, le petit Hamid qui représente aussi dans le camp et qui avec les mafias du camp. Donc voilà. Oui, une belle galerie de personnages auxquels j'ajouterais moi personnellement Matula aussi. Oui, c'est Euh, la tenancière du bar qui est juste en face du commissariat. Elle est extrêmement importante pour moi parce que finalement, c'est la figure de la mère. C'est elle, de la mère et de l'amie, c'est la confidente. Elle est dépositaire de la conscience et des doutes de Stavros qui traverse pour aller lui parler. Elle vient des quartiers populaires, elle aussi, une vie très difficile. Et donc, elle lui rappelle parfois quelle est la réalité qui sous-tend tous les problèmes qu'il est amené à rencontrer. Donc pour moi, elle est extrêmement importante en tant que personnage féminin et modérateur de Stavros. Et elle évolue, elle aussi, au cours des différents recueils. Et donc sur la couverture de tes livres, on le voit, les enquêtes à Athènes. Et j'ai presque envie de dire Oui. que Athènes fait aussi partie des personnages. Oui, en fait, tu as tout à fait raison. Athènes, pour moi, Athènes est un personnage en soi. C'est aussi un personnage, à côté du commissariat, à côté de la famille, à côté des nouveaux venus dans chaque recueil. C'est vraiment un personnage en soi. Athènes est omniprésent, même dans le second, qui commence en Érégée, mais qui revient dans les camps autour d'Athènes, parce que je voulais justement m'écarter de la problématique des camps dans les îles, à Samos, etc., parce que c'était bouillonnant. Le but n'était pas de suivre l'actualité et d'être embringué dans l'actualité, mais bien de prendre du recul. Donc j'ai choisi mes camps autour d'Athènes. Moi, je suis fascinée par Athènes pour différentes raisons. Chaque ville est fascinante. Paris est une des plus belles villes au monde. Chaque ville, Munich, j'ai passé des moments absolument extraordinaires. Chaque ville a son histoire, chaque ville est fascinante, chaque ville a ses secrets. Pour parler d'Athènes, Athènes, je dirais, comme on parlait de femmes, de Matula, de Dora, c'est un peu une femme un peu sauvage, avec beaucoup de caractère, un peu indépendante, un peu insaisissable. Elle est surtout multiforme, Athènes, hein, elle a de multiples visages. Je dirais presque que c'est un peu une ville qui se mérite. C'est-à-dire, quand on arrive, on voit ce béton, on se dit, mon Dieu. Puis en fait, euh, on apprend à la connaître, qu'il faut partir à sa découverte avec beaucoup d'humilité, je pense, en sachant qu'il faudra du temps pour la découvrir. Elle a des quartiers différents, avec des gens venus de différents endroits de la Grèce, parce que la Grèce était une capitale provinciale, hein, au début du siècle, quand elle a été nommée, du XXe, quand elle a été nommée capitale de la Grèce, il y avait des bergers, et voilà, elle est devenue donc ce qu'elle est aujourd'hui, et elle réunit à elle seule la moitié de la population de la Grèce. Alors, il y a 5 millions dans la Grèce et ses environs. Avant, on disait presque la moitié, puisqu'il y avait 11 millions. Mais dans quelques années, on sera plus que 10 millions en Grèce, vu la crise. Il y en a 300 000 qui sont partis déjà des jeunes. Il y a un taux de natalité qui chute. Donc, on peut dire maintenant que Athènes, c'est la moitié de la Grèce. En gros, à peu de choses près. Donc, c'est une ville elle a beaucoup de passages secrets, elle a beaucoup de places, on traverse le béton, puis tout d'un coup, on aboutit dans une allée, et on aboutit dans un parc, dans des passages secrets. Elle est aussi très contradictoire, parce elle est bétonnée, mais elle est très belle par moment. Quand on la voit d'en haut, quand on la voit de la mer, quand on la voit du Lycabette, la colline avec quand on la voit de l'Acropole, elle est magnifique. La nuit, elle est juste sublime dans les vieux quartiers. Euh, elle est ouverte parce que tout le monde est dehors, mais elle est extrêmement secrète. J'ai mentionné tout à l'heure les petits passages. Tout est plein de parcs, de petites collines d'où on peut voir une partie de la ville avec des vues à couper le souffle. Elle est antique, puisqu'on arrive, la première chose qu'on voit, c'est l'Acropole, et souvent les gens, c'est la première chose qu'ils cherchent, mais elle est aussi très moderne. C'est une ville de béton, je l'ai dit, mais elle est aussi d'avant-garde. C'est-à-dire maintenant,
dans certains quartiers, entre les galeries, les tags, la musique, beaucoup de choses, les expositions, on a vraiment une effervescence culturelle d'avant-garde, hein. Alors, je ne dirais pas que c'est le nouveau Berlin, comme certains disent, parce qu'elle n'est pas aussi organisée, elle n'a pas autant de connexions à l'international et il n'y a pas autant d'aide de l'État, mais elle a ce côté vraiment avant-gardiste et surprenant. Elle est à la fois sombre, hein, puisqu'on peut passer dans des endroits totalement, on n'oserait pas s'y aventurer la nuit, et elle peut être lumineuse en plein centre, sur les places publiques. Voilà, elle est toute neuve, hein, comme dans certains quartiers où des musées d'art moderne jaillissent ou autres. Et puis, elle est aussi très, très abîmée. Quand vous allez dans certains quartiers, on a des tags, on a des immeubles à l'abandon, on a des trottoirs défoncés, d'ailleurs un peu partout, mais de moins en moins, mais on a des quartiers entiers, on se croirait ailleurs. Donc c'est assez, voilà. Et puis on a le superbe avec l'ancien, etc., les rénover, réhabiliter évidemment. Et puis le populaire et le très riche et chiquissime dans certaines banlieues. En gros, c'est une ville dont le pouls bat au quotidien et surtout qui bat nuit et jour. Hein, d'ailleurs, parfois plus la nuit que le jour, mais bon, enfin, on peut discuter de ça. J'ai aussi un autre personnage dans le deuxième qui est la mère Égée. La mère Égée, pour moi, voilà, c'est un berceau, c'est le berceau de la Grèce. Elle n'est pas que paisible et lumineuse, elle est le berceau historique, hein, Oui, c'est justement ce que je voulais dire, et je pense que tu as prévu aussi de lire un deuxième passage, parce que moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans le deuxième, c'est la plus grande maîtrise encore stylistique dont tu fais preuve par rapport au premier, et notamment quand tu jettes ton commissaire Stavros au milieu des flots, où oui, on voit la mer Égée complètement démontée. Moi, je me serais presque attendu à voir Neptune sortir des eaux avec son trident. Je me suis vraiment, ces scènes de tempête ou la mer en furie, j'ai pensé inconsciemment tout de suite à Ulysse, à l'Odyssée, à ses difficultés à rentrer chez lui. Et dans Stavros, dans le deuxième, la mère en furie annonce les difficultés auxquelles l'équipe va être confrontée dans son enquête. oui, bah, en fait, tu me fais penser à quelque chose. Je voulais absolument que le deuxième commence sur la mer Égée. Parce que la mer Égée, en fait, c'est un peu la matrice de la patrie grecque, puisque le poids de la Grèce était l'Asie mineure avant, hein, dans l'Antiquité, historiquement. Ce n'était pas la Grèce, c'est pas la Grèce continentale, c'était vraiment le poids culturel, intellectuel, de la mythologie. C'était sur les rives, hein, de l'Asie mineure, donc beaucoup. Donc, pour moi, c'était important aussi de montrer cette espèce de berceau initiatique de la mer Égée, qui n'est pas seulement paisible et bleue comme on l'adore, elle peut être en furie, quand les Beauforts se lèvent, il vaut mieux pas s'y trouver. Elle est un bassin calme et paisible, elle aussi Médée en furie, elle est aussi la frontière avec les pays voisins, souvent en conflit avec, et elle est maintenant en plus un quatrième mouvement, un lieu traversé par des nouveaux flux venant d'Orient, de l'Est, que nous avons cité tout à l'heure. Donc il se passe beaucoup de choses en mer Égée. J'ai vraiment voulu commencer par la mer Égée, si je peux lire juste un tout petit Oui, oui, passage, oui, avant tu m'as je t'en prie, titillé avec sur Ulysse, et plaisir. là j'ai envie de dire peut-être un dernier mot là-dessus. Donc euh, dans cette nuit sans lune, noire et opaque, le patrouilleur grec, assisté par 2 navires des gardes-côtes, fend les flots de léger à vitesse de croisière. La mer ronfle et gronde, recouvrant tous les autres bruits, celui des mouettes, du vent, des hommes. Les vagues se dressent, menaçantes face à eux. Un vent de force 7 sur l'échelle de Beaufort, balaie les côtes et siffle entre les cordages. Les vagues menaçantes prennent d'assaut les navires grecs à la hauteur de l'île d'Imia, là où la distance avec la Turquie est infime. Ourlée d'écume blanchâtre comme la gueule baveuse d'un monstre, elle retombe en rouleau fracassant sur les rochers tranchants. Prise de convulsions, elle s'éloigne à nouveau dans un reflux incessant. Les nuages charbonneux recouvrent le paysage de leur manteau obscur. Les éclairs aveuglants, blanches cicatrices célestes, déchirent le ciel et irradient paysage et visage d'une lumière blafarde et crue.
Les coques oscillent, grincent et gémissent sous les coups de boutoir du vent qui chuinte en se glissant dans les failles de la côte escarpée. L'odeur, mélange de vent, de sel, de poussière, sauvage, dense, humide, les prend à la gorge malgré leurs casques et leurs visières. Le tonnerre gronde, menaçant, et la foudre s'abat au loin comme un avertissement, plongeant le paysage d'Apocalypse dans l'obscurité. Comme dans l'Antiquité, il lui semble que tous les éléments du cosmos s'associent au drame de l'homme grec. Ils y font écho. Les corps gémissent. La mer inépuisable se lamente, disait Échille. Mieux vaut Circé en colère que léger contrarié, pense Stavros en posant un regard soucieux sur les membres de son équipe. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Est-ce que tu vois encore un aspect à aborder, Sophia, ou est-ce Juste que Ulysse, juste parce que Ulysse, tu l'as présenté. oui, Chacun a besoin de son héros, et donc pour moi, Stavros, c'est mon Ulysse, un petit peu. Et c'est pas un hasard. Il y a eu 10 ans de crise grecque. Dans le premier livre, Stavros met 10 ans parce qu'il lui est arrivé un événement dans sa vie personnelle et aussi un meurtre ancien d'un autre archéologue pour la même raison. C'est sur 10 ans. Et c'est 10 ans dont Ulysse a besoin pour rentrer chez lui et retrouver Ithaque. Donc pourquoi? C'est pas par hasard, c'est la quête intérieure de Stavros, sa destinée, son poids, ses erreurs, son errance, c'est la quête de la Grèce. Et c'est aussi la quête de chacun. Et la quête de la Grèce pendant la crise, c'est 10 ans. Non pas qu'elle soit sortie de la crise, mais on va dire le gros de la crise telle qu'elle est délimitée officiellement de 2008 à 2018, soit 10 ans. Donc il a comme Ulysse, il a ses sirènes, hein, un petit peu, c'est-à-dire sa curiosité, il est très curieux, il a envie d'entreprendre, il va toujours un peu fouiner là où il ne faudrait pas, il s'arrête là où tout le monde lui dit de continuer à avancer. C'est pas par ruse ou par stratagème, c'est vraiment parce qu'il est curieux, parce qu'il est aux aguets, parce qu'il a aussi le goût de l'autre, il prend son temps certaines fois. Et parce que Ulysse n'est pas qu'un voyageur, c'est aussi le retour, comme Stavros, de quelqu'un vers son île, vers chez lui, vers ce qui lui a été usurpé, volé, repris, transformé. Et c'est aussi l'histoire de la Grèce dans ces 10 dernières années. C'est un peu mon héros antique dans une Grèce moderne. Voilà. Et l'équipe autour, en fait, c'est le cœur. Vous savez, dans les tragédies grecques, il y a toujours le cœur. Et donc, l'équipe, c'est le cœur. Elle fait écho au héros, elle l'avertit, elle le protège, elle lui fait barrière, elle est à la fois sa conscience. Et voilà. Donc, c'est un peu comme ça que je l'ai construit. et moi je me demande si ça va s'arrêter à 5 tomes, parce que 5 tomes et puis quitter Stavros. Pour le moment, c'est 5. Qui vivra verra, hein? Qui vivra lira.